Pontoise, je vous le rappelle, est issue d'une politique d'aménagement du territoire des années 60, qui était celle de l'ordonnancement du développement urbain de France, était, avec 4 autres territoires, un des pôles d'équilibre et des pôles de développement urbain dans la France de la deuxième partie du XXe siècle. Et nous sommes aujourd'hui face à d'autres enjeux. Ces territoires sont développés, on est passé de 40 000 à 200 000 habitants. Et aujourd'hui, nous avons à la fois des enjeux de forte proximité, c'est une agglomération populaire qui a connu quelques dégâts dans l'urbanisation qu'il faut réparer très très vite. Et de l'autre, aujourd'hui, l'avenir de Cergy-Pontoise, elle est dans le Grand Paris, elle est dans la réflexion sur l'axe Seine, elle est à cette échelle-là du territoire national et évidemment également à l'échelle internationale, et pour une double raison. Ce sont aussi des villes qui sont fortement développées dans les années 80. On construisait jusqu'à 3000 logements chez nous. C'est aussi les grandes années de regroupement familial, c'est les grandes années de crise immobilière dans Paris en première couronne. Donc on a aussi probablement ces territoires où la population est la plus diversifiée, ce qui est une grande richesse. Et après, Cergy-Pontoise, à la différence d'autres territoires qualifiés de banlieue en Ile-de-France, n'est pas un territoire de régulation, parce que le principe des villes nouvelles a été la mixité sociale, et ça c'était garanti. Et donc on a à la fois la diversité sociale, la diversité culturelle, et en même temps les équilibres et la mixité sociale. Ça fait aussi de Cergy-Pontoise cette ville monde. Et pour le reste, je reviens sur l'origine, qui est quelque chose qui a failli être abandonné. C'est la question des pôles d'équilibre dans le Grand Paris, avec un centre qui va se renforcer, une moitié de la population francilienne qui vit au-delà de la 86, qui vit dans ces territoires de grande couronne, mais qui aujourd'hui, dans la lisibilité du Grand Paris, par rapport aux enjeux de développement, d'emploi, de maintien des mixités sociales, du cadre de vie, doit se situer à l'échelle pertinente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Cergy-Pontoise, j'inscris volontairement Cergy-Pontoise dans un espace qui est celui de la confluence, c'est-à-dire un espace qui a vocation d'être un espace de 450 000 habitants, qui pèsera en termes de logique d'organisation territoriale, qui participera de la compétitivité du Grand Paris, mais qui sera aussi le moyen d'améliorer la qualité de vie au quotidien de nos habitants. Donc aujourd'hui, pour Cergy et pour Cergy-Pontoise, la perte du triple A n'est pas un problème. Nous, les banques viennent nous voir pour qu'on emprunte. Mais c'est vrai, et j'en parle avec Michel Destot, aujourd'hui, on a un certain nombre de collectivités qui ne sont pas dans notre situation financière. Je pense en particulier aux départements qui ont une équation impossible aujourd'hui entre les charges sociales qu'elles ont et l'évolution de leurs ressources. On peut penser aux régions, et notamment à la région Île-de-France, qui n'a plus de pouvoir fiscal. Donc quand l'État dit à la région, vous devez investir sur les transports, etc., sur la formation professionnelle, reste, je veux bien, mais quand on n'a plus de possibilité à l'échelon local de faire ce choix démocratique entre la diminution du service public ou l'absence de capacité de porter des investissements d'avenir et l'appel à la générosité du contribuable, évidemment, on est un peu coincé. Donc, aujourd'hui, je peux être que relativement inquiet à partir du moment où les régions n'ont plus de pouvoir fiscal du tout. Au niveau intercommunal, tout dépend. Il se trouve que Cergy-Pontoise a gagné en autonomie fiscale pour diverses raisons, que nous, on est contributeur net au Fonds national de péréquation à la suite de la réforme de la taxe professionnelle. Il vaut mieux ça qu'être dans la situation de mon ami Michel Delbarre, qui lui a perdu la quasi-totalité de son pouvoir fiscal et a remplacé une taxe professionnelle sur laquelle il pouvait jouer sur le taux par une dotation d'État dont on sait comment elle va être indexée. Donc ça montre que les réalités territoriales peuvent être différentes. Ça montre aussi qu'il y a à l'évidence des choses qui s'imposent aux élus. Citer l'exemple de la communauté urbaine de Dunkerque, voilà, elle fonctionne sur un tissu industriel, le poids de la TP était important, mais il se retrouve sans. C'est aussi la responsabilité des élus. De toute façon, une fois qu'on connaît les règles du jeu, on a beau dire quand vous appliquez les ressources et que c'est plus possible, c'est à vous de savoir au mieux gérer les priorités de votre collectivité, d'éviter des erreurs de gestion, d'éviter des erreurs d'investissement, de savoir être le plus pertinent possible dans ses choix politiques d'orientation de la dépense publique et de sa gestion. Moi, dans ma ville, je le dis parce que personne n'en parle, mais depuis le début du mandat, je suis passé de 1000 à 900 agents, avec des réformes qui ont été toutes adoptées quasiment à l'unanimité dans les CTP et sans mouvement social.
Et quand je passe, par exemple, de 2 bibliothèques avec 46 agents à 3 bibliothèques avec 27 agents, ça prouve que quelque part, dans les collectivités, on peut imaginer qu'on peut faire progresser le service public, progresser les agents, mieux les former, mieux les intéresser, et aussi savoir faire en sorte de garder dans nos territoires ces capacités d'investissement qui font les projets. Je pense que nous sommes dans un modèle de décentralisation totalement épuisé, parce que nous sommes paradoxalement dans un modèle de décentralisation totalement jacobin, qu'on voit marqué de deux manières. D'abord, c'est la même organisation partout en France. Étant élu de l'Île-de-France, je peux vous dire que franchement, imaginez les pouvoirs et la gouvernance locale en Île-de-France comme on le fait en Bretagne ou dans le Nord-Pas-de-Calais, bon, PACA, c'est juste inepte, c'est juste totalement inepte. Deux, les services de l'État sont fondamentalement pas réformés, et c'est pas la READ qui est une simplification utile où il n'y a plus de direction ministérielle, départementale. On a une simplification, préfecture, direction là, mais fondamentalement la logique de couverture du territoire par l'État n'a pas changé. On a toujours le même nombre de sous-préfectures, on a toujours le même État tutélaire qui considère que s'il n'est pas là pour réguler les élus entre eux et faire le contrôle de l'égalité, parce qu'un élu local n'est pas forcément fiscal, ça ne marche pas. Alors ça pousse mon ami Alain Rousset à dire on va mettre tout ça par-dessus bord, on va créer des fédérés, on verra bien l'État stratège, on sait pas où ça se passera. Donc ce modèle-là est aujourd'hui épuisé. Il est épuisé autrement, parce qu'il y a eu l'émergence des régions, on n'a pas été au bout de la logique, puisqu'on a gardé complètement les départements. La carte intercommunale a évolué avec retard. Et là encore, c'est un peu pyramidal. Vous avez l'État, vous avez la région, vous avez le département. Et quand vous êtes comme moi, président d'une communauté d'agglomération, vous dites juste, vous êtes bien gentil, mais vous n'êtes pas obligé de penser pour moi. On pourrait peut-être repartir des territoires qui doivent davantage se structurer. Et aujourd'hui, la première question, comme les locaux, c'est de réussir évidemment la réforme de la carte territoriale, c'est de renforcer les intercommunalités, ça veut dire élargir leur périmètre, ça veut dire changer leur mode de gouvernance. À Cergy-Pontoise, par exemple, il vaudrait mieux un statut électoral du type Paris-Lyon-Marseille que l'actuel statut, parce que ça réglerait à la fois la question de la proximité et de la centralité nécessaire, à une échelle plus grande qui devrait celle de la confluence pour peser réellement. Et donc je pense que le thème de la gouvernance et la manière d'entrer non pas une nouvelle étape de la décentralisation qui serait sur les mêmes paradigmes que l'ancienne, mais qui repart de l'autre côté. Et je peux vous dire ce qui se passe en Île-de-France avec Paris Métropole, ce qui va se passer avec les contrats de territoire dans le cadre de la loi sur le Grand Paris, c'est l'émergence de ça, ou le fait qui s'imposera, c'est que les grands territoires s'imposeront aux logiques départementales, régionales et étatiques, avec une problématique qui sera celle, évidemment, de la coordination de ces territoires. Parce que si le projet de Cergy-Pontoise, de la Plaine Saint-Denis, et du secteur de Saint-Quentin-Yvelines-Saclay sont des projets totalement concurrentiels entre eux. Et si la centralité, c'est-à-dire Paris, la première couronne, Paris, la Défense, à un moment, on ne pense pas qu'ils ne tiendront que si, à Cergy-Pontoise et dans la confluence, on a des territoires équilibrés et plutôt complémentaires qu'en permanence totalement concurrents, ce qu'un tas d'acteurs, notamment économiques, n'arrêtent pas de faire. Évidemment, on aura du mal à s'en sortir, mais peut-être que cette nouvelle philosophie de la décentralisation, elle repart comme ça. C'est d'ailleurs ce que disent les maires de grandes villes en affichant les pôles métropolitains, dont les premiers opposants sont les présidents de conseils généraux, puisqu'un pôle métropolitain pourra reprendre une partie des compétences, notamment sociales, des départements par délégation, ce qui renvoie à la fin à une autre question qui intéresse forcément l'Institut de la décentralisation, qui est qu'est-ce qu'on fait sur les territoires interstitiels où vit quand même encore à peu près 20% de la population française, ces territoires ruraux. Et si on n'aborde pas de manière cohérente ces questions-là, si on ne sort pas d'une cartographie des départements qui date quand même de la Révolution française et de l'époque où on se déplaçait à cheval, et on revient dans la confluence, et j'en terminerai par là, le projet de la confluence, c'est que vous revenez pas à l'ancien département de Seine-et-Oise, mais vous tapez la limite inepte qui a été mise par exemple entre Cergy et Conflans, qui a été une frontière invisible pendant 40 ans, qui a fait que des élus qui devaient porter un projet commun ne se rencontraient jamais, puisque chacun son conseil général, chacun son préfet, chacun son truc. Une caricature du fonctionnement de la France jacobine. Donc, je pense qu'entre la poursuite de cette France jacobine et le modèle d'Alain Rousset qui dit on fait passer par l'État par-dessus bord, il y a une autre réflexion qui va associer ces territoires qui doivent être davantage reconnus, mais encore faut-il qu'ils fassent l'effort pour être reconnus, de s'organiser, de se structurer, de se doter des outils de gouvernance, et après les autres entités qui à un moment auront des compétences qui devront être clarifiées, notamment entre la région et les départements, et effectivement avec un rôle de l'État, puisqu'on n'est pas un État fédéral, et je pense qu'on n'a pas suffisamment de force dans ce pays pour faire vivre des confettis qui se bagarrent entre eux. Donc voilà un peu la réflexion qu'il faut engager. Monsieur le Président, merci.